Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci d'être à notre rendez-vous hebdomadaire, le Constieka Week News, qui est cette émission qui vous présente toute l'information politique, économique et surtout qui vous présente comme ça aussi, comme vous le voyez, les villes d'Afrique. Ces belles villes qui honorent nos différents pays africains et qui doivent permettre aux Africains de prendre des vacances, d'aller faire même, je dirais, des petites explorations pour voir quel type d'affaires faire dans ces pays d'Afrique. Et non plus se contenter tout simplement d'immigrer vers l'Europe. Restez les nôtres. Dans cette émission, nous allons parler de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Togo, du président Faure Essossi-Bayasimbe, du Sénégal, avec le départ de Macky Sall, le Congo-Brazzaville, où alors c'est direct notre partenaire a fait une belle prouesse qu'on aimerait voir suivre par d'autres leaders africains qui occupent l'espace à travers nos médias, parce que seuls nous, Africains, pouvons mieux parler de nos problèmes. Nous irons aussi du côté du Tchad. Le Tchad qui aussi cette année va procéder aux élections présidentielles, le Cameroun avec les prouesses d'un préfet dans la région du littoral, le Gabon, le pays de son excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et enfin la Tunisie. Nous allons vous permettre comme ça d'écouter et de regarder l'information vraie qui rythme tout le continent africain. Je suis Constieka et restez des nôtres. Nous avons décidé d'ouvrir cette émission par une note un tout petit peu triste, parce qu'il y a un adage en Afrique qui dit « vaut mieux qu'un vieillard, il vaut mieux qu'un patriarche parte, au lieu que ce soit des enfants, des jeunes qui partent ». Un an après son départ de la Terre des Hommes, nous avons décidé d'ouvrir ce magazine d'information international en lui accordant une page pour lui rendre un très bel hommage à ce grand serviteur de l'État de Côte d'Ivoire, un ex-compagnon du président Félix Houphouët-Boigny. La commémoration de l'an 1 du décès de M. Abdoulaye Diallo, patriarche et fidèle compagnon de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, s'est déroulée dans son village natal par une messe d'action de grâce à l'église Sainte-Catherine dans son village natal de Djekanou. Pour le repos éternel de cet ancien maire de la même commune de Djekanou, je dirais même de la ville de Djekanou, quelqu'un qui a donné tout pour cette ville et qui a d'ailleurs aussi donné de sa part de vie pour l'État de Côte d'Ivoire, un ex-compagnon du premier président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Félix Houphouët-Boigny. Reportage Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé, Ousmane Koulibaly. La famille du patriarche Abdoulaye Diallo, ex-compagnon du premier président de la République de Côte d'Ivoire, feu son excellence Félix Houphouët-Boigny, leurs amis et connaissances, ainsi que les chefs traditionnels, ont commémoré le premier anniversaire du décès et inhumation de l'illustre disparu, en présence du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, M. Amédée Kouakou, par ailleurs le président de l'association des cadres du Centre pour le développement, qui représente le chef de l'État ivoirien, son excellence Alassane Ouattara. À ce culte d'action de grâce, il était à la tête d'une forte délégation. L'église de Sainte-Catherine de Djekanou était trop étroite pour contenir les participants à la messe d'action de grâce du repos éternel du patriarche Abdoulaye Diallo, ancien maire de la commune de Djekanou. Le bâtisseur de Djekanou s'est éteint il y a un an et pour les habitants de Djekanou et l'ensemble du département de Toumaudi, le patriarche Abdoulaye Diallo est parti très tôt. Il a bâti toute une ville, il a bâti tout un département et quiconque voudrait faire la même chose dans sa région est obligé de revenir ici chaque fois pour apprendre, se ressourcer. Dans son homélie, le père célébrant Jean-Jacques Kaja a révélé les qualités de l'illustre disparu qui a été un fidèle compagnon du premier président de la République de Côte d'Ivoire, feu son excellence Félix Houphouët-Boigny. Humaniste, Abdoulaye Diallo a construit sa ville en la dotant d'infrastructures modernes, la construction de collèges, d'un hôpital, la construction de la mosquée de Djekanou et la construction de l'église catholique qui porte le nom de sa sœur, Ahou Catherine. Décédé à l'âge de 95 ans, le patriarche Abdoulaye Diallo a passé plus de la moitié de sa vie au service de l'État et du premier président de la République de Côte d'Ivoire, feu
son Excellence Félix Houphouët-Boigny, comme l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a renouvelé son soutien à la famille de son ami et frère Feu Abdoulaye Diallo à travers le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, M. Amédé Kouakou, par ailleurs le président de l'Association des cadres du Centre pour le développement. Nous sommes venus aussi pour que, de là où il prie pour le président Alassane Ouattara, mais aussi qu'il prie pour la Côte d'Ivoire et que l'ensemble des Ivoiriens puissent s'entendre pour que la paix puisse régner dans ce pays, pour que les Ivoiriens vivent mieux, pour que les Ivoiriens connaissent le bonheur. Ça a été toujours le sens de sa vie, ça a été le sens de la vie du président Houphouët-Boigny et c'est dans cette vision que s'inscrit le président Alassane Ouattara. Le patriarche Abdoulaye Diallo a vécu, il a bâti, il a partagé le bonheur autour de lui et il est parti. Après ce moment pieux, un moment de commémoration, comme pour dire simplement qu'en Afrique, nous n'oublions jamais nos morts. Et à ce patriarche à qui nous souhaitons un repos éternel, toute l'équipe de CNN lui souhaite un repos éternel. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire, juste après la réclame. La Côte d'Ivoire, certains pays africains ont vécu ces derniers temps une coupure d'Internet. C'est dire ô combien nous avons pris des habitudes et nous ne pouvons plus nous en passer. Tout le monde a compris qu'Internet est devenu une nécessité pour notre quotidien. Rien de plus normal que d'accorder un petit moment au premier responsable de la digitalisation et de la transition numérique en Côte d'Ivoire, à savoir le ministre Khalil Ibrahim Konaté. Les députés de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, dans toutes leurs composantes, ont voté à l'unanimité un projet de loi concernant le département ministériel de M. Khalil Ibrahim Konaté, ministre de la transition numérique et de la digitalisation. Son brillant exposé à l'enceinte de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a reçu une adhésion quasi unanime du député de la République de Côte d'Ivoire. Reportage Ousmana Koulibaly, Raoul Sankoué. C'est un brillant exposé, limpide dans tous ses contours, que fut l'exposé du 15 mars 2024 à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire du ministre de la Digitalisation et de la Transition numérique, M. Khalil Ibrahim Konaté, a exposé devant la Commission de la Technologie, de la Recherche, de la Science et de l'Environnement le projet de loi relatif aux communications électroniques au profit du peuple ivoirien présenté aux députés fait état des 670 zones blanches non couvertes du territoire national par la connectivité. L'exposé du ministre, à ce sujet, ressort d'une profonde connaissance du problème à résoudre dans la continuité du développement dans le secteur de la communication électronique. Cette loi nous donne l'opportunité de renforcer la politique de couverture des zones blanches. Comment faire pour que l'ensemble des localités de Côte d'Ivoire aient accès à la connectivité? Il y a un deuxième élément qui est important dans la loi que nous présentons, c'est l'itinérance nationale, c'est-à-dire le roaming. Un opérateur à ses installations, les populations peuvent bénéficier, bien entendu, de la connectivité à travers les installations d'un autre opérateur. C'est quelque chose de fondamental. Le ministre Khalil Ibrahim Konaté a rassuré qu'en cette année 2024, 270 zones blanches supplémentaires seront entièrement connectées, ainsi que le roaming. Pour y arriver, une couverture quasi complète du territoire national à la connectivité avec l'intégration des nouveaux métiers dans le secteur de la communication numérique et l'allègement des contraintes administratives pour les opérateurs. On a allégé pour permettre à tous les opérateurs de mener leurs activités sans trop de contraintes administratives. Nous avons introduit le fait que de nouveaux opérateurs, donc de nouveaux métiers, intègrent le secteur donc, de communication électronique en Côte d'Ivoire, notamment les opérateurs satellitaires. Et enfin, bien entendu, le Conseil de régulation peut créer en son sein des formations pour renforcer le dialogue entre les acteurs du secteur, de sorte à ce que les décisions de cette autorité-là ne soient pas combattues à tort. Ils vont prendre de façon très collégiale ces décisions-là et permettre à notre secteur de se développer au bénéfice des populations ivoiriennes. Les travaux ont été âpres et rassurants pour les représentants du peuple ivoirien, que sont les députés, en plus des explications rassurantes du ministre Khalil Ibrahim Konaté.
apportant ainsi des éclaircissements en bons professionnels du secteur concerné sur l'incident involontaire le jeudi dernier d'Internet et rassurer les députés quant au retour à la normalisation de cette malheureuse situation du réseau Internet. C'est alors que les députés de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ont voté à l'unanimité le projet de loi relatif aux communications numériques. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour la Guinée-Conakry, à quelques enclavures, le pays du président Mamadi Doumbouya. Le chef de l'État guinéen, Mamadi Doumbouya, en cette période de Ramadan, a effectué la prière du premier vendredi dernier du mois saint du Ramadan à la grande mosquée de Faisal. Reportage Ousmane Koulibaly, Séverin Tchatchoua et Raoul Sonkwe. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, a effectué la prière du premier vendredi du mois saint de Ramadan en compagnie des fidèles musulmans à la grande mosquée Faisal de Conakry, communiant ainsi avec les co-religionnaires en cette période de pénitence. La prière du vendredi a été dirigée par le premier imam de la mosquée, El Hadj Mamadou Saïlou Kamara, qui a mis son sermon à profit pour rappeler les mérites du mois saint de Ramadan, symbolisé surtout par le jeûne, mais aussi et surtout par les prières ainsi que des sacrifices. Le premier imam de la mosquée El Hadj Mamadou Kamara a également rappelé les règles à observer ainsi que les interdictions pour obtenir du Tout-Saint Allah des récompenses énormes et de meilleures rétributions. Le grand imam a par ailleurs prodigué d'utiles conseils aux fidèles musulmans en général et au peuple guinéen en particulier, tout en les appelant à adopter de bons comportements dans leur vie de tous les jours. Il a aussi dit des prières pour la paix, la quiétude, la prospérité en Guinée et pour le repos des âmes des dévanciers. Après la prière, les fidèles musulmans ont exprimé leur joie de partage de ce grand moment d'adoration et de ferveur religieuse avec leur premier responsable, le président Mamadi Doumbouya. Après la Guinée-Conakry, du président de la transition Mamadi Doumbouya, nous faisons une escale du côté du Togo, le pays du président Faure Issou-Singba Yassimbe. Le président de la République togolaise, son Excellence Faure Issou-Singba Yassimbe, a été chaleureusement accueilli par ses compatriotes dans la préfecture des Lacs à l'occasion du premier séminaire gouvernemental 2024. Reportage Ousmane Koulibaly, Raoul Sonkwe et Marcel Bassolé. Le premier séminaire gouvernemental de l'année 2024 s'est tenu à Anéo, dans la préfecture des Lacs. Le président de la République du Togo, son Excellence Faure Issou-Singba Yassimbe, a été chaleureusement accueilli par les populations à son arrivée dans cette ville historique. Ce premier séminaire gouvernemental examinera le niveau de réalisation des projets et de programmes de la feuille de route gouvernementale afin d'identifier les actions à entreprendre pour accélérer leur exécution. En marge des travaux du premier séminaire gouvernemental qui s'est tenu du 15 au 16 mars 2024 à Anéo, le président de la République du Togo a effectué des visites surprises sur différents sites dans la préfecture des Lacs. Attaché au développement de l'écosystème et à la protection de l'environnement, le chef de l'État a procédé à la mise en terre symbolique d'un plant de baobab. Cet arbre majestueux, véritable emblème de la sagesse et de la pérennité au sein des communautés togolaises. Le président de la République du Togo, son Excellence Faure Issou-Singba Yassimbe, s'est ensuite rendu au centre de lecture et d'animation culturelle, où le chef de l'État togolais a pu mesurer l'étendue du talent de la jeunesse togolaise à travers leur maîtrise du noble jeu d'échecs. Le chef de l'État a conclu sa visite sur le chantier du centre multifonctionnel des jeunes d'Anéo, une infrastructure qui permettra à la jeunesse de la localité de mener diverses activités entrepreneuriales et sportives. Lors de chaque étape de ce voyage, les citoyens ont exprimé leur enthousiasme et leur soutien indéfectible au président de la République togolaise par des acclamations ferventes, témoignant ainsi l'harmonie entre les peuples et son dirigeant. S'il est bien vrai que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est envolé pour la France vendredi dernier, il est non moins remarquable et surtout admirable de voir ô combien le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire est complètement et perpétuellement au travail pour apporter un bonheur aux citoyens de la République de Côte d'Ivoire.
C'est l'occasion ici de parler de la brillante ministre de la fonction publique, Madame Anne-Désirée Oloto. La ministre de la fonction publique de la République de Côte d'Ivoire, Madame Anne-Désirée Oloto, a organisé une conférence sur le leadership féminin. Reportage Ousmane Koulibaly, Charlotte Abdoulaye, Marcel Bassolé. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne-Désirée Oloto, a organisé une conférence sur le leadership sous le thème « Le leadership de la femme, administrateur au service d'une administration publique moderne et performante ». Un peu plus de 300 femmes fonctionnaires ont pris part à ce séminaire. Plusieurs femmes administrateurs ont pris la parole pour la circonstance, dont la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne-Désirée Oloto, qui a rendu hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, pour la promotion des femmes à plusieurs hautes fonctions de l'État. La ministre d'État, Madame Anne-Désirée Oloto, invite les femmes fonctionnaires à plus d'engagement professionnel en vue du rayonnement de l'administration publique et de se battre pour monter en puissance dans la société. C'est une année au Sénégal, comme au Tchad, d'ailleurs une année électorale, mais l'élection la plus importante dans un pays, à savoir l'élection présidentielle. Nous allons, dans le pays du président Macky Sall, parler un tout petit peu de ce que vivent les Sénégalais à l'occasion de cette élection présidentielle du 24 mars. En prélude à cette élection présidentielle du 24 mars, qui a été maintenue par la Cour suprême, qui a rejeté la requête de l'opposition et maintenu bien sûr cette date du 24 mars 2024. Il s'annonce déjà une coalition, on peut dire tout simplement un rapprochement entre le PDS dirigé par Karim Wade et le candidat Amadou Ba, qui n'est autre que le poulain, pour ne pas dire le président souhaité, soutenu par le président sortant, à savoir Macky Sall. Nous allons à Dakar. Reportage Raoul Sankoué, Marcel Bassolé. Le vendredi 15 mars 2024, la Cour suprême du Sénégal a refusé de remettre en cause, à la dernière minute, le processus pour la présidentielle du 24 mars 2024, jugeant irrecevable la requête de l'opposition de Karim Wade et de ses alliés. Alors que le Parti démocratique sénégalais PDS de Karim Wade avançait que le délai annoncé pour le scrutin était illégal car trop court, la plus haute juridiction du Sénégal a estimé que le décret présidentiel appelant au scrutin a respecté la loi. La Cour a déclaré les requêtes irrecevables, reprenant les arguments du procureur général. Selon la juridiction et le procureur, la fixation de la date du scrutin rentre dans les pouvoirs du président. De plus, le Conseil constitutionnel avait la plénitude de juridiction en matière électorale et ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours et sont contraignantes pour la Cour suprême. La première avait validé la date du 24 mars pour la présidentielle après un report très controversé. Je disais bien à l'entame de ce programme que nous allons parler du Congo et surtout de voir combien nos leaders aujourd'hui doivent faire confiance aux médias africains. Aujourd'hui, il y a désormais des médias africains et des meilleurs, avec des brillants journalistes, des brillants communicants. C'est le cas de cet exemple choisi de notre partenaire, à savoir la télévision C-Direct, dirigée par Judy Gaël Moussirou, qui a réussi à nous proposer depuis quelques jours une brillante interview du Premier ministre congolais. Je parle bien du Congo-Brazzaville. Notre partenaire C-Direct qui nous a permis d'apprécier la diffusion de cette belle émission avec pour invité le Premier ministre congolais, M. Koliné Makosso, qui s'est exprimé sur des sujets de haute importance qui touchent le quotidien des Congolais et voire même similaires aux problèmes de nombreux pays africains. Cette façon de procéder et à saluer et voir nos dirigeants faire confiance à nos médias, qui sont, à n'en point douter, la véritable plateforme pour exposer leur politique tout en soutenant généreusement d'ailleurs les promoteurs de ces médias. Cela doit être un impératif parce que jamais un média occidental n'accordera 1h15 à un de nos leaders, non sans l'accabler de questions semblables à un tribunal, au point de rendre ridicule nos leaders, ceux-là qui sont votés par des peuples responsables que sont désormais les peuples africains.
En plus de cela, la multidiffusion de cette interview, non seulement sur C-Direct, dont je vous proposerai un extrait, mais sera relayée en entier par les partenaires de C-Direct, à savoir CNN, Télévision, C-Web, Info, et ceci est la preuve d'un panafricanisme vrai. Quand on constate avec détresse que nos dirigeants sont plus présents sur les médias occidentaux que sur nos médias africains, comment veut-il que leur peuple soit au fait de leur politique ? Dans ce siècle, c'est terminé cette suprématie occidentale face aux médias africains. Et nos leaders doivent faire confiance à nos médias, à nos journalistes, à nos communicants. Voici pour vous un extrait de cette belle interview où vous verrez le Premier ministre du Congo-Brazzaville très à l'aise, expliquant dans les détails les plus profonds tout ce que le peuple congolais et du Congo-Brazzaville et de la diaspora a sûrement et continuera d'apprécier, puisque cette émission sera relayée sur CNN Télévision et sur C-Web Info pour le grand plaisir. Et c'est le lieu ici pour nous de continuer à remercier la télévision C-Direct, qui est la véritable fenêtre du Congo, des deux Congos d'ailleurs, à l'international. Reportage, l'équipe de C-Direct à Brazzaville, et tous nos remerciements à M. Julie Gaël Moussirou pour cette brillante interview. Bienvenue, merci de nous rejoindre sur C-Direct. Pour cette interview exclusive, nous recevons le Premier ministre de la République du Congo, Anatole Kouliné Makosso. Monsieur le Premier ministre, quel est le sens que vous donnez-vous au séminaire gouvernemental? Le séminaire gouvernemental est un cadre collégial d'auto-évaluation. Dans la mise en œuvre d'une politique, vous avez la planification, vous avez la coordination, vous avez l'organisation. Quand on n'est pas bien organisé, on ne pourra pas avoir un bon résultat. Et le séminaire nous permet justement d'harmoniser nos vues, de mieux organiser la mise en œuvre et pour espérer obtenir les résultats. Nous avons identifié les projets porteurs de richesse, des projets à effet multiplicateur, des projets qui permettent d'apporter des solutions rapides aux problèmes des Congolais, en intégrant l'interpellation du président de la République qui a décrété cette année comme année de la jeunesse. On a donc redimensionné les projets à réaliser pour les pour les 2 ou 3 prochaines années qui nous restent dans la mise en œuvre du PND. Justement, monsieur le Premier ministre, en parlant de la jeunesse, 100 000 emplois, comment? Nous avons défini la manière dont effectivement nous pouvons créer ces 100 000 emplois. L'orientation du Conseil de ministres qui a été travaillée au cours du séminaire gouvernemental et que nous avons présenté aussi à l'Assemblée générale du Conseil consultatif de la jeunesse, le programme du gouvernement sur ces 100 000 emplois prévoit que nous aurons 10 000 emplois publics et 90 000 emplois du secteur privé. Les 10 000 emplois publics, c'est pas compliqué. Nous avons commencé déjà depuis des années à recruter à la fonction publique. Cette année, par exemple, pour le budget 2024, il était prévu 6 700 emplois à la fonction publique. Et on a dit qu'il faut, par rapport à l'année de la jeunesse, tout faire pour relever cela à 10 000. Donc, nous aurons 10 000 emplois publics, et ça, il n'y a pas de problème, prévu dans le budget, et peut-être pour faire démarrer la fonction publique territoriale. Maintenant, les 90 000 emplois, là aussi, il y a un mode opératoire qui est déjà établi, qui puisse nous permettre de mobiliser 10 000 emplois. Quand nous parlons de 10 000 emplois, nous précisons bien 10 000 emplois décents. Il s'agit d'un pays qui a produit un certain Paul Kaya, qui, après avoir exercé ici, a été accueilli en Côte d'Ivoire et a contribué au développement de l'économie de la Côte d'Ivoire, au point d'avoir été élevé par le président Houphouët au sein du Conseil de l'Entente. On avait appris que Paul Kaya là-bas était un pion du régime congolais, lui qui a même déjà assumé les fonctions de ministre ici à l'époque. Mais non loin de nous, autour de nous, je peux citer le cas de Maxime Ganzion, actuel conseiller du président, mais qui est resté pendant longtemps conseiller du président Omar Bongo au Gabon jusqu'en juin 2009. Alors, a-t-on appris les Gabonais s'agitaient, criaient au motif qu'on aurait mis aux côtés du président Bongo un Congolais qui plus est un parent du président Denis Sassou Nguesso? Non, nous devons éviter ces raccourcis.
Nous devons éviter ces comportements réducteurs, retardateurs. Oui, monsieur le Premier ministre du Congo-Brazzaville, soyez rassurés, ce programme sera multidiffusé, non seulement sur C-Direct comme ça l'est, mais aussi sur CNet Télévision, C-Web Info, partenaire de C-Direct. C'est l'heure de remercier notre partenaire officiel, l'UIL, qui forme les cadres africains pour leur permettre tout de suite d'être opérationnels dans le marché du travail. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Retour sur notre plateau, nous allons parler de la sécurité. La sécurité qui a été un élément très important lors de la Cannes 2023, l'édition 2023 qui s'est déroulée en janvier 2024 en Côte d'Ivoire, où la sécurité a brillé de mille feux. Parce que des 23 pays accueillis en Côte d'Ivoire, il n'y a eu aucun souci sur le plan sécuritaire. C'est l'occasion pour nous de faire la part belle à ce service de sécurité et spécifiquement la police pour le cas d'espèce. À l'heure du modernisme dans tous les secteurs et la rigueur dans la gestion de la chose publique, la police nationale a dressé son bilan de l'année 2023. Reportage Ousmane Koulibaly, Charlotte Abdoulaye. Les services de la police nationale de Côte d'Ivoire ont évalué l'ensemble des activités sécuritaires menées au cours de l'année 2023. Pendant 3 jours, ils ont examiné les thématiques en lien avec la recherche des stratégies de protection de personnes, des biens et des institutions de la République. Ainsi, ils ont réarticulé le dispositif sécuritaire pour le bien-être des populations. À la fin de ce séminaire, des recommandations ont été formulées. Créer une sous-direction au sein de la direction de la police économique chargée exclusivement de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Signer les projets d'arrêté portant création, fonctionnement et attribution des unités de police RECO. Poursuivre la construction de nouveaux postes de police frontière afin d'accroître la collecte de renseignements opérationnels pour prévenir efficacement les menaces terroristes. Ce séminaire de réflexion a vu la participation et l'appui des partenaires au développement. Le directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire a félicité l'engagement de ces hommes dans la sécurisation des hommes, des personnes et des biens. Il a par ailleurs exprimé sa gratitude à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Qu'il me soit permis d'exprimer notre reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, chef suprême des armées, pour les actions menées en faveur de la professionnalisation des forces de l'ordre. L'examen de la mise en œuvre des recommandations du présent séminaire montre que 90% des recommandations faites en 2023 ont trouvé satisfaction. Pour sa part, M. Benjamin Efoli, le représentant du général Vagondo Diomandé, du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a félicité la police nationale pour le travail abattu. Je voudrais vous rassurer de la ferme volonté et surtout de l'engagement de M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à vous appuyer dans toutes vos initiatives, notamment celles orientées vers l'anticipation et la recherche de l'efficacité. Ce séminaire de réflexion de la police nationale a permis de définir une stratégie efficace de gestion du personnel de la police nationale en Côte d'Ivoire.
Nous allons faire un tour du côté du pays du général Mohamed Idriss Déby Itno, à savoir le Tchad. Une délégation de Sogea Satom a été reçue par le chef de l'État tchadien, le général Mohamed Idriss Déby Itno, à N'Djamena. Reportage Raoul Sankwe, Ousmane Koulibaly. Le président de transition, président de la République du Tchad, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience une délégation de Sogea Satom, conduite par son président, M. Frédéric Bernadette. L'audience a principalement porté sur l'évolution des différents chantiers menés par Sogea Satom. Ce fut également l'occasion de faire le point sur les projets réalisés et de planifier les étapes à venir, garantissant ainsi que les projets avancent conformément aux attentes du gouvernement. On travaille sur les voiries d'N'Djamena, sur Madjendafa, on est sur Faya Larjo, on est sur la route de Kelopala, on est sur le ministère des Finances, Boussi-Rali, on a beaucoup de chantiers en cours. C'était pour faire un état d'avancement de nos projets et de partager l'avancement des projets que nous avons en cours sur le Tchad, histoire de se rassurer sur l'avancement et de confirmer nos engagements devant les autorités tchadiennes et le peuple tchadien. L'ampleur des chantiers reflète que ça bouge beaucoup au Tchad en ce moment et qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui se construisent et c'est bien pour le pays et c'est bien pour le peuple tchadien. La délégation a aussi informé le chef de l'État tchadien, le général Mohamed Idriss Déby Itno, d'une mission en septembre prochain à N'Djamena du MEDEF international, un événement significatif pour le secteur des affaires et le développement économique du Tchad. À en croire le président de Sogea Satom, en matière d'exécution des travaux tels que la construction des routes, des bâtiments et des ouvrages de franchissement, la société française Sogea Satom est un maître d'œuvre incontesté au pays de Toumaï. Le MEDEF international représente l'ensemble des entreprises françaises qui travaillent à l'étranger. Et c'était pour parler d'une future mission qui aura lieu au mois de septembre certainement à N'Djamena, où nous allons faire venir des représentants d'entreprises françaises, des potentiels investisseurs sur le Tchad pour discuter de marchés à développer conjointement entre les autorités et les acteurs économiques du Tchad et les acteurs économiques français. À travers ce partenariat, le Tchad continue de travailler à améliorer ses infrastructures essentielles à son développement économique et social. L'implication directe du chef de l'État témoigne de l'engagement du Tchad à réaliser ses objectifs de développement durable et à renforcer sa position sur l'échiquier régional et international. Quel bel exemple à suivre par ceux qui en ont face à ceux qui n'en ont pas ou qui sont plus nécessiteux. C'est tout ce que prennent les saintes écritures dans nos livres saints, à savoir le Coran et la Bible. Et c'est le bel exemple que vient de donner encore une fois le président Alassane Ouattara. Après les musulmans, ce fut au tour des chrétiens. Un bel exemple comme de la manne qui tombe du ciel pour tous ces nécessiteux ou encore ceux qui en ont peu. Tel est le don du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour soutenir la communauté chrétienne de la ville d'Anyama, par le biais de Madame Fatima Bamba, maire de la commune d'Anyama. Reportage Raoul Sankwe et Ousmane Koulibaly. Les trois piliers du carême étant la prière, le jeûne et le partage, Madame Fatima Bamba, maire de la commune d'Anyama, soulage la communauté chrétienne de sa circonscription en procédant à la remise d'importants dons en vivres et non-vivres aux chrétiens au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. On peut citer entre autres 10 tonnes de riz, 300 cartons de pâtes alimentaires ainsi que 141 cartons d'huile. Ce don d'une valeur de 20 millions de francs CFA profitera aux 35 villages de la commune des sous-préfectures d'Anyama. Au nom du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, déjà dit merci à tous nos guides religieux qui ont fait des prières et vous le savez, la Khan s'est bien passée à Anyama. Nous sommes en plein mois de carême chrétien, qui coïncide d'ailleurs avec le mois de jeûne musulman. Donc le chef de l'État a souhaité qu'on vienne leur donner quelques dons en vivres pour les soutenir. Le porte-parole des guides religieux, le père Pascal Kouassi, pour sa part, a remercié le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Nous tenons à dire infiniment merci au chef de l'État. Nous prions pour vous, prions pour le chef de l'État. Nous demandons au Seigneur
de faire pleuvoir sur vous des torrents de grâce et de bénédiction. L'ONG Aide, aux côtés de Madame Fatima Bamba, maire de la commune d'Anyama, vient en aide à 240 veuves en ce mois de piété et de charité en faisant don de vivres et non-vivres et numéraires, le tout d'une valeur d'un peu plus de 4,5 millions de francs CFA. Vous savez que les plus démunis, ce sont des veuves. C'est pourquoi nous avons choisi les veuves pour donner ce don-là pendant ce mois de Ramadan. Un geste qui vient à point nommé. Je ne m'attendais pas à ça aujourd'hui. Et vraiment, je remercie l'ONG qui nous a donné ça. Je les remercie infiniment. Madame Fatima Bamba, maire de la commune d'Anyama, a profité de ces assises pour sensibiliser de nouveau les populations d'Anyama à être responsables, vigilants et prudents à l'approche de la saison des pluies. Certains pays d'Afrique passent à l'offensive de la présidentielle. Nous avons parlé du Sénégal et là maintenant nous parlerons du Tchad. La démocratie en marche au Tchad, preuve, M. Succès Masra restera la figure de l'opposition tchadienne. À prendre pour exemple. Après son retour en N'Djamena au Tchad, il a accepté la main tendue du président de transition tchadien en devenant le premier ministre civil de ce gouvernement militaire. Il est déclaré candidat aux prochaines élections présidentielles et sera le challenger du président de transition, son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno. Reportage, Charlotte Abdoulaye, Séverin Tchatchoua. Dans un pays considéré dans la CEMAC comme un pays qui vit de coups d'État à répétition, l'accalmie prônée par le chef de l'État de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a apporté une certaine accalmie depuis le décès du président Idriss Déby Itno. Un appel à la réconciliation des frères tchadiens, le retour au pays des exilés, dont le plus populaire Succès Masra est devenu Premier ministre et vient d'officialiser sa candidature à la présidentielle 2024 de son pays, le Tchad. Il est entre autres face au président de transition qui s'est déclaré une semaine avant lui, candidat à sa propre succession. L'œil critique des ennemis de l'Afrique qui se développe voit en la candidature de Succès Masra, Premier ministre civil du gouvernement militaire, un simulacre destiné simplement à crédibiliser la victoire du général Mahamat Idriss Déby Itno, a appelé pour eux ce profil à l'horizon. Revenons en Côte d'Ivoire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire rythme énormément ce programme, le constitué Week News. Il est à l'exemple du président de la République, Alassane Ouattara. Lui, c'est le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, qui parle peu et pose des actes qui sont visibles aussi par tous les citoyens de Côte d'Ivoire, avec une expérience dont la force réside sur le terrain, satisfaire les populations. Le Premier ministre ivoirien, M. Robert Begré-Mambé, a reçu une délégation de la Société financière internationale venue doubler ses financements en faveur du secteur privé ivoirien. Preuve que les voyants de la Côte d'Ivoire sont au vert et rassurent tous les investisseurs. Reportage Ousmana Koulibaly, Raoul Sonkoué et Marcel Bassolé. Le Premier ministre chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, M. Robert Begré-Mambé, a reçu en audience le lundi 18 mars 2024 à Abidjan une délégation de la Société financière internationale SFI, filiale de la Banque mondiale chargée du financement du secteur privé dans les pays en voie de développement, conduite par M. Sergio Pimenta, vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique. La délégation est venue faire au Premier ministre, chef du gouvernement, le point sur les opérations de l'institution en Côte d'Ivoire. La séance de travail a porté sur la redynamisation de la collaboration existante entre la Société financière internationale et l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin pour regarder avec vous le paysage de notre collaboration, identifier ce qui a été fait jusqu'à maintenant et qui nous donne des raisons d'espérer, ce qui constitue nos préoccupations dans le cadre de la dynamique impulsée par le chef de l'État à l'économie ivoirienne et comment nous pouvons collaborer à l'avenir pour encadrer, dimensionner et consolider les vecteurs sur lesquels on a du succès et imaginer d'autres vecteurs sur lesquels on pourrait avoir encore plus de succès. Pour le vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique, M. Sergio Pimenta, les secteurs couverts par les investissements sont notamment l'énergie, l'agriculture, les nouvelles technologies ou encore le soutien aux petites et moyennes entreprises. Nous faisons déjà un bon nombre d'investissements et de soutien dans les secteurs de l'énergie, dans le secteur agricole,
dans les secteurs de nouvelles technologies, dans les secteurs du soutien aux petites et moyennes entreprises. Mais son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a demandé de faire encore plus et de voir d'autres secteurs. Nous avons des initiatives, par exemple, sur le secteur de l'habitat, donc de l'accès à l'immobilier qui est important, mais également comment pouvoir faire plus sur le développement des marchés de capitaux, sur les accès au financement des petites et moyennes entreprises et également aux accès aux connaissances que nous voulons apporter. Notre année fiscale dernière, nous avons financé 210 millions de dollars américains ici en Côte d'Ivoire et j'ai eu la grande joie de dire à Monsieur le Premier ministre que je pense que cette année fiscale qui va se terminer dans quelques mois, nous devrons atteindre la barre des 400 millions de dollars, donc quasiment un doublement de nos opérations. Et Monsieur le Premier ministre m'a demandé de doubler encore l'année suivante, donc il va falloir faire encore plus, mais vous pouvez compter sur les équipes de la SFI qui vont travailler conjointement avec nos amis de la Banque mondiale pour pouvoir faire plus pour le secteur privé ici en Côte d'Ivoire. Il est à noter que la ministre de l'économie, du plan et du développement, Madame Nialé Kaba, et le ministre des Finances et du budget, Monsieur Adama Koulibaly, ont pris part à cet entretien. Nombreux sont des personnalités politiques qui, comme ça, font du travail, mais surtout dans la zone rurale, où ils essayent de satisfaire leur population et jouer leur rôle d'être président des conseils régionaux. C'est le cas du Lodiboa, dont le conseil régional a renforcé la sécurité dans la région du Lodiboa avec la rénovation du siège de la compagnie républicaine de sécurité, le CRS 5. La remise des clés a été présidée par M. Amédée Kouakou, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, président du conseil régional du Lodiboa. Voilà un ministre, président du conseil régional du Lodiboa, qui est très efficace et pose des actes concrets pour le bonheur de ses populations. Reportage Ousmane Koulibaly. Le siège de la compagnie républicaine de sécurité en abréviation CRS5, le conseil régional du Lodiboa, faisant le constat de la dégradation du dortoir des policiers exerçant dans cette unité, a entrepris les travaux de rénovation du bâtiment. La cérémonie officielle de remise des clés présidée par le ministre de l'équipement et de l'entretien routier, M. Amédée Kouakou, par ailleurs président du conseil régional de Lodiboa, a eu lieu le vendredi 15 mars 2024 en présence de nombreuses autorités coutumières et administratives. Je voudrais, tout en réitérant notre engagement à demeurer auprès de nos populations et de les servir, vous rassurer du bon usage de ce bâtiment quand fera le personnel de la CRS5. Pour l'autorité coutumière, M. Antoine Adou, le président du conseil régional du Lodiboa, a tenu sa promesse. Il nous a promis dans son programme qu'il allait réhabiliter tous les bâtiments qui traînent. Et pour preuve, en quelques 5 mois d'installation, il nous a trouvé ce beau joyau-là. Un joyau qui fait plaisir, parce que c'était un bâtiment qui était fatigué. Le président du conseil régional du Lodiboa, M. Amédée Kouakou, a quant à lui souligné l'importance de la sécurité dans le développement de la région. Depuis que les forces sont là, la ville de Divo est en paix, et aussi la région. Donc, vous savez, la vision du président Alassane Ouattara, c'est que notre pays aille de l'avant, mais pour aller de l'avant, il faudrait que les Ivoiriens se sentent quasiment en sécurité. Et aujourd'hui, avec ces forces-là, je pense que la région du Lodiboa est une région qui est parfaitement en sécurité. Le bâtiment rénové servira de dortoir aux éléments de la compagnie républicaine de sécurité, en abréviation CRS5. Il est équipé de 24 lits superposés, de splits et armoires de rangement. Cette modernisation permettra aux agents de bénéficier d'un environnement de repos confortable et adéquat, favorisant leur efficacité opérationnelle. La réhabilitation n'a pas été limitée au dortoir, mais a également inclus la construction d'un bloc sanitaire et de bureaux entièrement financés par le conseil régional. Voilà, qui fait preuve de présence effective auprès des populations. Et il est à retenir que tous devront avoir un exemple à suivre. Le ministre Amédée Kouakou, qui est non seulement président du conseil régional du Lodiboa, mais surtout très proche des populations. Nous quittons l'Afrique de l'Ouest et la Côte d'Ivoire pour le Cameroun, juste après la réclame.
Nous arrivons au Cameroun, ce pays d'Afrique centrale, un des mastodontes de l'Afrique centrale, dirigé par le patriarche Paul Biya. Et dans la région du littoral, voilà, à peine nommé, il est déjà sur le terrain. Comme quoi, partout, on a besoin de répondre aux aspirations et surtout apporter un bonheur au peuple dont on a la charge. Le préfet du département du Vouri, à peine nommé dans le département dont la ville principale est Douala, est allé à la rencontre des commerçants. Monsieur Siliak Marimvogo, préfet du département du Vouri, était accompagné d'une forte délégation préfectorale pour rencontrer les commerçants de la ville de Douala. Reportage Stéphane Negou, Raoul Sankoué et Séverin Tchatchoua. Depuis son installation officielle, le 6 février 2024 dernier, le nouveau préfet départemental du Vouri est au four et au moulin pour toucher du doigt les réalités des populations de la cité économique du Cameroun. Après avoir fait le tour des différentes communes d'arrondissement de la ville de Douala, ainsi que des délégations départementales des services déconcentrés de la région, Siliak Marimvogo, préfet départemental du Vouri, accompagné d'une forte délégation, est descendu dans les marchés de la capitale économique pour prendre le pouls de la température marchande et observer dans quelles conditions ces hommes et femmes travaillent pour assurer leur gagne-pain quotidien. Messieurs, madame déléguée départementale du commerce, mesdames, messieurs, chers collaborateurs, chers commerçants, en venant vous rencontrer ce jour, je ne m'attendais pas véritablement à faire des discours parce que je suis dans le processus de consolidation de l'état des lieux. L'état des lieux du département du Vouri dont nous avons dorénavant la charge. Nous avons été installés, vous connaissez la date, le 6 février. Et après cette date, nous avons dû rendre visite à nos collaborateurs, délégués et chefs de services départementaux, élargis du reste aux maires et aux chefs traditionnels de notre périmètre urbain, les chefs supérieurs, j'entends. Après cela, nous avons ouvert la vague des audiences, nous avons reçu en vague les corps conseillers du département. Aujourd'hui, nous reprenons le bâton de pèlerin en descendant dans les places marchandes de la ville, les principales places marchandes de notre périmètre urbain, pour apprécier de visu la situation telle que vous la vivez et telle qu'elle se présente. Une descente dans ces espaces marchands du marché d'Orpassi, marché central, marché Bonassama, marché Bonamoussadi, situé dans la ville de Douala, véritable poumon économique du Cameroun, qui a permis au nouveau préfet départemental du Vouri de prendre acte des différents problèmes rencontrés non seulement par les commerçants, mais aussi et surtout par les populations et les usagers de la route. Nous recevons une pléthore de récriminations alors même que les travaux ne sont pas achevés. Même les problèmes d'accès au site seront des problèmes que nous allons régler. Nous ne pouvons pas bâtir des infrastructures comme celle-ci et empêcher qu'elles soient rentables. Parce que si les gens n'y ont pas accès, évidemment, on ne pourra pas les rentabiliser. Donc, calmez-vous. Hein? Je demandais tout à l'heure qu'on dise aux différents entrepreneurs de hâter le processus d'exécution de leur tâche. Parce que si ça dure aussi, le provisoire va devenir définitif. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que très rapidement, les marchés soient exécutés, totalement exécutés, pour que vous regagniez vos emplacements initiaux dans un confort, parce que vous voyez que ce sera davantage plus confortable. Donc, nous vous demandons d'accompagner ces travaux. Hein, ils sont faits pour vous, pas contre vous. C'est davantage vos cadres de vos activités qu'on est en train d'aménager. Ce n'est pas les bureaux des fonctionnaires. C'est là où vous travaillez qu'on est en train d'aménager et il faut soutenir le maire dans cet effort titanesque qu'il fait pour améliorer l'ensemble des places marchandes de la ville. En promettant à ces populations de réfléchir sur les voies et moyens de trouver des solutions à ces différents problèmes, Siliak Marimvogo, préfet départemental du Vouri, a invité les commerçants et les riverains à garder leur environnement propre. Vous avez une emprise de votre marché qui est connue et je remercie le maire, tant le maire de la ville qui érige une barrière de l'autre côté, que le maire de la commune de Douala 5e qui a commencé par mettre des balustres pour vous dire vous ne devez pas dépasser cette zone. Voyons donc comment est-ce que, en étroite liaison avec les maires
nous pouvons davantage rationaliser l'occupation des places à l'intérieur de notre marché, pas en débordant le périmètre d'emprise de notre marché. Il est donc question pour le nouveau patron du département du Vouri, à travers ce pèlerinage dans les artères de la ville de Douala, de prendre acte des différentes préoccupations des commerçants afin de mieux organiser le fonctionnement de ces espaces marchands pour le bien-être des populations et pour une meilleure santé économique de la ville. À vol d'oiseau, un petit tour du côté du Gabon. Le pays du président Brice Clotaire Oligui Nguema et surtout de notre collaborateur Teddy Ossé qui nous donne toutes les informations au quotidien de ce qui se passe au Gabon. Le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, a procédé à l'inauguration du nouveau centre de secours des sapeurs-pompiers dans le 6e arrondissement de Libreville au Gabon. Reportage Teddy Ossé, Raoul Sonkoué, Marcel Bassolé. Le président de la transition chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé à l'inauguration des casernes de pompiers de Zeng-Ayong et Bikele. Des infrastructures de proximité qui permettront au personnel d'accomplir de manière plus efficace leur mission, notamment en matière de lutte contre les incendies ou les catastrophes naturelles très fréquents dans les quartiers dits populaires. Après 5 mois et demi de travaux, le nouveau centre de secours des sapeurs-pompiers du 6e arrondissement est inauguré par le président de transition chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. La cérémonie d'inauguration a été marquée par plusieurs temps forts, notamment la coupure du ruban, le dévoilement des plaques inaugurales, la bénédiction par l'aumônier et une visite guidée des installations. La nouvelle caserne des pompiers de Zeng-Ayong, baptisée Centre de secours général, dont Ezangui Zakari, est bâtie sur une superficie de 2100 mètres carrés. L'infrastructure est composée de bureaux, de salles de réunion, des dortoirs, réfectoires, infirmeries et d'appartements destinés aux chefs de centre. Un outil moderne qui s'inscrit ainsi dans la volonté du chef de l'État de mettre à disposition des populations des infrastructures essentielles plus près des populations pour les secours d'urgence ainsi que pour la protection des personnes et des biens. C'est une grande satisfaction. Donc si on a déjà une caserne comme ça qui peut aider le 6e, c'est déjà quelque chose de bien. Donc c'est la bienvenue. Et là, nous disons chapeau au président de la République. À peine 7 mois après son accession au pouvoir, le président de transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, multiplie des œuvres concrètes au service des populations gabonaises. Un honneur pour nous, les populations du 6e arrondissement de la commune de Libreville, d'avoir aujourd'hui avoir un centre d'intervention des sapeurs-pompiers qui réside carrément dans notre arrondissement. Ça s'inscrit dans la vision du CTRI. Nous, les populations, nous n'avons pas cru au début, mais aujourd'hui, elles sont là, elles vivent la réalité. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment pour tout ce qu'il fait, parce que depuis qu'il est arrivé, il fait beaucoup de choses pour les Gabonais. On remercie et on vous remercie tout le gouvernement qui a pensé au 6e arrondissement des Zeng-Ayong. C'est un sentiment de joie. Je suis très contente parce qu'il y a des fois, nous avons les incendies. L'autant que les sapeurs-pompiers quittent de Bessieux pour venir, la maison est déjà brûlée. Donc, je remercie beaucoup le président de la République, notre Moïse. À titre de rappel, la construction de ces infrastructures naît de la volonté du président de transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui dans sa vision avait décidé de restaurer considérablement le volet assistance et secours aux populations en prenant la décision de réaliser 2 casernes de pompiers au profit du corps des sapeurs-pompiers. On peut ainsi noter la présence d'une caserne au sein des différentes communes du Grand Libreville, ce qui permettra d'écourter les délais d'intervention en cas d'incendie ou de catastrophe naturelle. Après ce pays dirigé par le général Brice Clotaire Oligui Nguema du côté du Gabon. Et merci comme ça Teddy Ossé d'être toujours à l'affût de tout ce qui bouge politiquement au Gabon et de nous rapporter des informations vraies, des informations issues des auteurs et surtout de nos leaders africains. Nous allons parler de la vie chère qui touche pratiquement toutes les nations africaines. Aucun pays n'est épargné, mais nous allons nous focaliser spécifiquement sur la Tunisie.
Le mois de Ramadan est surtout l'épineux problème de la vie chère, comme je disais tantôt, qui n'épargne aucun pays africain. La question, est-ce la guerre qui sévit outre-Atlantique ou alors un simple concours de circonstances, surtout en cette période de jeûne chrétiens et musulmans? La Tunisie en paye des frais. Bref, le peuple tunisien ressent durement cette situation de la vie chère. Reportage Charlotte Abdoulaye, Tchatchoua Séverin et Bassolé Marcel. C'est le 11 mars que les musulmans ont rejoint les catholiques, déjà en carême depuis le 14 février. Les musulmans et les chrétiens catholiques observent conjointement le jeûne. Les musulmans en Tunisie, face à la vie chère, la flambée des prix sur fond de récession, des chômages, affectent lourdement le pouvoir d'achat des Tunisiens. Un mois de Ramadan en Tunisie, amplifié par le chômage qui mine l'économie tunisienne. Aujourd'hui, je suis sortie et pour la première fois depuis longtemps, les prix sont élevés. Même la viande hachée que nous utilisons pour préparer certains plats est devenue quelque chose d'inabordable. Même les commerçants se plaignent, un mois de Ramadan qui n'est pas de toute gaieté pour ce boucher qui est face à cette situation difficile, voyant la situation étouffante financièrement du peuple tunisien. Les gens n'ont pas d'argent, les salaires ont été versés avant le Ramadan, donc fin février, et ne le seront que peu avant l'Aïd, vers le 8 avril. Cette année, la plupart des gens n'ont donc aucun revenu pour le mois. Les gens étouffent. Notons que la Tunisie, dont la population avoisine ou dépasse les 12 millions d'habitants, dont une bonne partie vit en dessous du seuil de pauvreté. Depuis 2022, le pays face à une inflation élevée, à près de 10% par an, entre autres causes dramatiques, la sécheresse qui a ravagé les récoltes en 2023, paralysant ainsi de plein fouet la légère croissance post-Covid-19, entraînant le pays dans une récession à la fin de l'année 2023. Si nombreux accusent et tiennent pour responsable la politique économique du gouvernement tunisien, c'est aussi le point de vue de M. Rida Skoundali, économiste tunisien. Je crois que c'est un choix délibéré de la part des pouvoirs publics qui ont choisi et ont préféré le remboursement des dettes extérieures essentiellement, au détriment de l'approvisionnement du marché intérieur en matière de base, et en intrant, surtout en intrant, qui a causé un problème de croissance. L'État est pointé du doigt, puisqu'en Tunisie, c'est l'État qui centralise l'achat des produits subventionnés, quand on sait que le manque d'argent régulier dans les caisses publiques provoque régulièrement le manque de produits de première nécessité du quotidien alimentaire des Tunisiens, à savoir sucre, semoule, farine, riz. Monsieur Rida Skoundali, économiste tunisien, le choix politique du chef de l'État tunisien de rompre avec le Fonds monétaire international est en grande partie la cause de cette situation que vit mal le peuple tunisien. Eh oui, quand on parle de vie chère, aucun pays d'Afrique n'est épargné. Et toujours pendant cette période de vie chère et pendant qu'il faut moderniser certains pays d'Afrique, c'est le cas de la Côte d'Ivoire qui nous intéresse en ce moment, le président Alassane Ouattara vole encore au secours de ses populations, de ses compatriotes, à savoir les populations de la République de Côte d'Ivoire. C'est le lieu de le dire, l'État aux côtés des populations impactées par les opérations d'assainissement. La ministre, Madame Miss Belmondo Dogo, est montée au créneau pour encore et encore expliquer l'apport humanitaire du gouvernement sous l'impulsion du président Alassane Ouattara. Reportage Raoul Sankoué, Ousmana Koulibaly. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, est allée à la rencontre des populations impactées de l'opération d'assainissement du district d'Abidjan en vue de non seulement leur exprimer la solidarité du gouvernement, mais aussi et surtout de leur expliquer à nouveau les différentes mesures prises par le gouvernement le 13 mars 2024 en faveur de tous les impactés de l'opération d'assainissement initiée par le district autonome d'Abidjan. Nous avons les 250 000 d'accompagnement pour les ménages de Guépi. Tous ceux qui avaient les ACD auront des parcelles. Ensuite, l'accompagnement au relogement des ménages sur un site de 36 hectares. Site sur lequel les ménages auront une parcelle entre 75 et 100 mètres carrés en fonction de la taille de la famille. Mais mieux, ces ménages-là pourront, au bout de 20 à 25 ans, être propriétaires de la maison qui sera construite et recevront aussi la somme de 1 million pour l'aide à la construction.
et la prise en compte des jeunes. Pour sa part, le maire de la commune d'Atekoubé, M. Paulin-Claude Dano, a exhorté la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, de transmettre à l'ensemble des membres du gouvernement la gratitude de ces populations. Nous savons tous que ce que le président Alassane Ouattara dit, le président Alassane Ouattara le fait. Il a dit que tout cela doit se faire avec humanisme. Nous voulons donc vous demander, Madame la ministre, de bien vouloir transmettre au gouvernement, au chef du gouvernement, à l'ensemble du gouvernement, l'infinie gratitude des populations d'Atekoubé. Le maire de la commune de Yopougon, M. Adama Bitogo, pour sa part, a salué la promptitude du gouvernement. Le président Alassane Ouattara, en écoutant nos critiqueurs, il a un zéro cœur. C'est comme ça que très rapidement, en une semaine, c'est pratiquement du jamais vu en Côte d'Ivoire, qu'en une semaine, tout de suite, qu'on ait les réponses comme nous avons eu. Je voudrais profiter pour vous dire merci aux chefs, aux guides religieux, à tous ceux qui ont su recevoir les familles en détresse. Nous devons continuer de rester solidaires. La ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, a rappelé aux populations que ces opérations d'assainissement initiées par le district autonome d'Abidjan sont faites dans les zones à risque dans le but de préserver des vies. Pour la seule année 2023, on a dénombré 17 morts en saison pluvieuse. Qu'est-ce que ça fait plaisir comme ça de voir des populations heureuses, de voir le travail accompli par une équipe et surtout par leur leader. C'est le cas d'une région dont nous allons évoquer tout à l'heure, à savoir la région du Tchologo, présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Voilà un exemple à suivre. Et là, pour le cas d'espèce, ce sont les conseillers satisfaits du travail de leur président, à savoir le président de la région du Tchologo, monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Voilà une récompense de plus à ceux qui ont pour souci le bonheur de leur population. À l'exemple du ministre d'État, ministre de la Défense et président de la région du Tchologo. Reportage Ousmana Koulibaly, Raoul Sankoué, Marcel Barcelet. C'est dans la salle baptisée Tcheggaousso Ouattara, située dans la mairie de Caen, que s'est tenue cette autre session tournante du Conseil régional du Tchologo, présidée par le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, par ailleurs président du Conseil régional du Tchologo. Pour cette première session du Conseil régional de l'année 2024, les forces vives de cette région ont évoqué les questions de développement de la dite région avec un accent mis sur des activités pourvoyeurs de richesses dans différents secteurs, afin de renforcer la courbe du développement. Remerciement et notre infinie gratitude pour avoir réellement, par votre leadership, votre vision éclairée et avant-gardiste, par votre pragmatisme d'une gestion axée sur le résultat, impulsé le département des Congo, ainsi que tous les départements de la région du Tchologo, dans une dynamique de développement durable et réversible. En effet, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, des services sociaux de base, la voirie, le Conseil régional a permis, par la réalisation d'infrastructures, d'assurer un bien-être véritable des populations. Tous les points pouvant mener à l'implémentation de ce mieux-être des populations de la région du Tchologo ont été analysés. Un bilan financier élogieux du président du Conseil, Téné Birahima Ouattara, satisfaisant pour les membres du Conseil. Le développement est en marche. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, ce développement de la région passe par l'employabilité des jeunes et des femmes. Ce conseil nous a donné l'occasion de recueillir un peu l'avis des uns et des autres sur ce que nous devrions faire cette année-ci pour conduire la mission qui nous a été confiée. Les 5 dernières années, nous avons fait un certain nombre de réalisations que nous pensons pouvoir continuer encore pendant ces 5 prochaines années, que ce soit en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'infrastructures routières. Et bien entendu, un chapitre qui nous concerne, qui nous touche particulièrement, sur lequel nous sommes, je dirais, très sensibles, c'est celui de l'employabilité des jeunes.
C'est vrai, nous avons mis ce mandat sous donc, le sceau de l'employabilité des jeunes. Nous allons nous y employer et bien entendu créer aussi des activités rémunératrices pour nos sœurs, les femmes. Après la tenue de ce conseil régional, l'occasion faisant le larron, le président du conseil régional du Tchologo, M. Tenebiraima Ouattara, a remis aux fidèles musulmans et aux unités coopératives un important don constitué de vivres, d'engins motorisés et de machines en ce mois saint du jeûne de Ramadan. Tout en vous remerciant d'accorder une importance capitale à ce magazine d'information vraie qui vous est proposé comme ça toutes les semaines. N'oubliez pas la rediffusion et surtout la présence 24h/24/7 sur les www.cinentv.ci et en replay sur www.ciwebinfo.net. Je tiens simplement à remercier la collaboration effective de Gérard Richard Gozo, de Lévi Tevaunan et toute l'équipe de rédaction de CNN. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Je suis Constieka. Au revoir.